Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue de Studio Tamani. Voilà une année, exactement ce sera demain, que le président Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien, a été contraint à démissionner. À ce jour, qu'est-ce qui a changé puisque les populations maliennes demandaient une gouvernance meilleure dans le pays, une justice plus équitable et une situation sécuritaire plus stable? Avec nos invités, Sékou Niamé Bachili du parti RPM, Hamidou Doumbia du parti Yelema et Mamadou Bilali Traoré du collectif des jeunes patriotes. Nous allons échanger ce soir sur ce qui a changé et ce qui reste à faire. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Moi, je suis Mouhamadou Touré. Le Grand Dialogue. Hamidou Doumbia, voici une année que le président Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien, je précise toujours, a été contraint à démissionner pour une situation meilleure que celle que le Mali connaissait quand il était au pouvoir. À ce jour, est-ce que vous constatez un changement? Donc merci, je remercie tous ceux qui nous écoutent actuellement. Il faut rappeler que les causes qui ont amené une grande partie du peuple à demander le changement de régime. Et ces contestations, c'était surtout lié à des questions de gouvernance, de bonne gouvernance. Les gens estimaient que le pays n'était pas bien gouverné. Et on reprochait à l'ancien président le non-respect de beaucoup de ses engagements, et surtout de certaines lois de la République, donc notamment des questions de justice. Il y a aussi la difficulté à asseoir l'intégrité territoriale du pays, à faire en sorte que l'État puisse servir le peuple partout où il se trouve. Il y avait cette incapacité-là. Donc, en plus de cela, avec les résultats des élections législatives contestées, c'est tout ce qui a amené beaucoup de nos compatriotes à sortir et à demander aujourd'hui le départ à l'époque du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une année après, force est de constater qu'il n'y a pas eu assez d'évolution. Et quand on va prendre par rapport au respect des engagements, au respect des lois de la République, nous pouvons constater que durant la transition aussi, nous avons assisté à des violations répétitives de la charte de la transition. Charte au début de la transition qui quand même régit cette période-là. Donc s'il y a des violations de cette charte-là, ça amène vraiment beaucoup d'interrogations. Ça a été fait de manière répétitive. Et l'insécurité est toujours présente sur l'étendue, sur une grande partie de notre territoire. D'où la difficulté pour l'État d'asseoir sa gouvernance sur une grande partie du territoire, d'où l'absence des gouverneurs, des sous-préfets dans beaucoup d'endroits jusqu'à présent. Il y a aussi la question de l'éducation, avec la grève des enseignants qui perdure toujours. Je pense que c'était l'un des points emblématiques du M5, qui était l'application de l'article 39 des enseignants. Aujourd'hui, ironie du sort, c'est le même problème qui refait surface. En 2020, il y avait 1261 écoles fermées. En 2021, nous assistons à 1595 écoles fermées affectant 500 000 enfants. Donc, en analysant la situation, on peut vraiment dire qu'il n'y a pas eu assez d'évolution. Mais cela se comprend parce que nous l'avons dit depuis... On va revenir aux raisons de cela. Alors, monsieur Mamadou Bilali Traoré, est-ce que vous partagez cet avis de Hamidou Doumbia? Il pense qu'il n'y a pas eu assez d'évolution. Oui, je vous salue. Je salue aussi tous les personnels du studio Tamani, aussi bien que mes co-débatteurs. En réalité, ce que les camarades Hamidou Doumbia a dit pratiquement, c'est le constat général de tout le monde. Et les causes qui ont fait que l'ancien régime a été déchu, c'est entre autres, il a parlé du problème d'insécurité, de la mauvaise gouvernance et le non quand même respect de certains engagements vis-à-vis surtout quand même des enseignants, de la synergie des enseignants du 16 octobre. Donc, à ceci s'ajoute aussi quand même, c'est-à-dire de la corruption à tous les niveaux. Donc, un an après quand même le départ du régime IBK, nous constatons aussi que vraiment ces phénomènes, pratiquement les mêmes phénomènes,
sont en train de continuer à la seule différence près. Vous savez, sur le plan international, à l'époque, moi, je dirais, c'est une analyse subjective, je dirais que le Mali était quand même considéré comme un pays quand même qui n'avait pas, à l'époque, un gouvernant, c'est-à-dire un gouvernant digne de ce nom. À l'époque d'Ibeka. Voilà, à l'époque d'Ibeka, nous étions vus quand même de façon un peu quand même pas tellement bien. Mais maintenant, ça c'est dû à quoi? Ça c'est dû aux engagements de nos plus hautes responsabilités, responsables, disons. Donc, mais maintenant, vous constaterez avec nous qu'à l'international, quand même, le Mali est apprécié par rapport à certaines prises de décision. Donc, que la communauté internationale même reconnaît quand même qu'il y a eu des engagements à ce niveau. Et quant à la fermeture de certaines écoles, c'est vrai, il y a l'insécurité quand même qui est en train de gagner quand même du terrain encore, malgré que vraiment la population est sortie pour contester ça. Donc, vous avez constaté aussi que concernant les syndicats, on peut dire qu'il y a une grande partie des problèmes qui a été résolu, même s'il y en a encore, surtout ce qui concerne la synergie, parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque aussi, il y avait la grève en vue de l'UNTM et d'autres, même si aussi il y a la grève j'aurais appris aussi que il y a une autre centrale qui devrait déposer un préavis de grève CSTM. Mais nous constatons qu'il y a des efforts qui sont en train de fournir quand même pour satisfaire le peuple malien. Il faut reconnaître que le Mali est dans cette situation il y a plus de 15, 20 ans, 25 ans. Donc s'il faut revenir à la situation normale, ce n'est pas en un seul jour que ça peut se faire. Pas assez de changements entre l'époque d'Ibeka et l'époque de Bandao et Assimi Goïta, une année après Ibeka. Et M. Traoré estime qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Est-ce que vous partagez cet avis, M. Batidi? Non, peut-être des efforts qui ne sont pas concrétisés en actes concrets. Parce que moi, je dirais d'abord... C'est des efforts qui ne sont pas concrétisés en actes. Concrétisés sur le terrain surtout. Parce qu'on peut fournir d'efforts, mais si les résultats n'accompagnent pas les efforts seront vains. Maintenant, par rapport à l'international surtout, c'est là où je ne partage pas son point de vue. Dire que le Mali est beaucoup plus apprécié actuellement à l'international, moi je me pose des questions. Et il ne faudra pas quand même oublier qu'il n'y a pas quelques mois, le Mali a été suspendu des instances de la CEDEAO. C'est une réalité qui est là. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a rappelé dans une de ses interviews qu'il y a l'équipement militaire malien qui est bloqué par un de nos partenaires. Avec tous ces constats-là, on ne pourra pas dire que le Mali a apprécié. C'est pour dire tout simplement, après le coup d'État, il faut appeler les choses comme telles. Après le coup d'État qu'on a déploré et condamné... Lequel, le premier ou le deuxième? Tout coup d'État, nous, en tant que républicains, parti politique, on condamne, que ce soit les coups contre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et les coups contre Bandao, le président de la transition, c'est pareil. Et il faut reconnaître que tout coup d'État n'est pas bien pour un pays démocratique comme le Mali. Et c'est ce qui nous a plongé dans une situation très très critique et délicate. Et les autorités de la transition ont beau fournir des efforts, ça ne peut pas suffire. Et souvent, il faut rappeler aux gens que c'est pourquoi la nécessité d'aller vers des élections crédibles, transparentes et apaisées pour instaurer un pouvoir démocratique reconnu et un retour à l'ordre constitutionnel est impréalable actuellement. On va revenir à ça, mais est-ce que vous êtes en train de dire que l'équipe de Bandao et l'équipe d'Assimi Goïta ont fourni plus d'efforts que l'équipe d'Ibeka? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. En si peu de temps, ils ne peuvent pas fournir autant d'efforts. Il faut quand même rappeler que les causes, comme Amidou l'a dit, qui ont entraîné la chute du régime du président Ibeka, ces causes-là sont toujours d'actualité. Il faut prendre aujourd'hui la gouvernance dans son intégralité. On ne sent pas l'évolution Moi, je te donne quelques exemples. La cherté de la vie, au temps d'Ibeka encore, on ne connaissait pas le kilo de la viande à 3500 francs. C'était en dessous de ça.
Mais actuellement, ça a dégringolé. Donc on ne pourra pas dire que les efforts sont concrétisés sur le terrain. L'insécurité, on vient de perdre combien de personnes, on peut dire une bonne dizaine de personnes à Ouattaguna, et d'autres ont suivi cela. Donc c'est pour dire qu'à ce niveau aussi, on a des difficultés. Après, au niveau de l'impunité, tout le monde sait que les choses n'ont pas encore bougé. Au niveau de l'éducation, on l'a rappelé, je ne veux pas répéter Amidou, mais dans la gouvernance et surtout la conférence sociale qui avait été à l'époque une des revendications du mouvement M5 qui tarde toujours à se mettre en place. On a vu, il n'y a pas que la grève de l'INTEM. Je rappelle que dans la même semaine, la semaine passée, l'INTEM a adressé une correspondance au gouvernement pour rappeler les points d'accord de les revendications dont les délais commencent à expirer et qui n'ont pas été mis en place. Donc il faut s'attendre dans les jours à venir que l'INTEM revienne sur ces revendications. On a déjà le système aussi qui a déposé un mot d'ordre de grève, sans parler des enseignants. Et c'est pour dire tout ça, nous sommes dans une période très très critique. On ne voit pas cette évolution-là depuis les coups d'État perpétrés contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et rappelez que les médecins de l'hôpital du Point G étaient en grève également la semaine dernière. Et pour un peu de précision, par rapport à Ouattaguna, plus de 50 morts sont cités par rapport au bilan. Allons-y étape par étape. Par rapport à la gouvernance concrètement, quel est le bilan qu'on peut établir une année après le départ d'IBK? Bon, la gouvernance, c'est un tout. C'est un tout. D'abord, quand on gouverne, c'est la recherche de la confiance de la population. Et c'est pourquoi j'ai rappelé surtout le non-respect des textes. Par exemple, dans la charte de la transition, on parle d'un gouvernement de 25 membres. Aujourd'hui, nous en sommes à 28, qui est une violation de la charte. Et nous avons un vice-président dans la charte de la transition aujourd'hui qui n'existe pas. Il y a eu un coup de force qui n'est pas prévu par la charte. Donc, il y a énormément de choses. La loi 052 des femmes qui n'a pas été respectée. Donc, ça, c'est concernant le respect des lois, qui est aussi une valeur importante en matière de gouvernance. En termes de lutte contre la corruption, il avait été demandé par le M5 et par beaucoup de nos compatriotes l'audit de la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cet audit a été remplacé par une simple évaluation dans le programme d'action du gouvernement. Ça aussi, ça tarde à se faire voir. Et les questions de corruption, on attendait des procès sur la corruption, on attendait des arrestations. Il y a eu beaucoup de réformes dont on a parlé sur les questions de justice qui tardent à se faire voir. Donc tout ça, c'est des éléments qui montrent que nous sommes un peu en retard et nous devons travailler à mieux corriger ces insuffisances-là. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'évolution majeure, sauf si peut-être qu'on peut tout simplement dire qu'il y a moins de scandales financiers comme de par le passé, parce que régulièrement, on faisait état de scandales et pendant la transition, on n'en a pas assez parlé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on n'en parle pas assez. Est-ce que par rapport au quotidien du citoyen lambda qui se trouve à Yuwaru, est-ce que lui, il constate un changement sur le déroulement de sa vie? Bon, pour moi, il n'y a pas assez de changement, parce que si l'administration n'est pas présente, c'est l'administration qui est censée servir à travers les services sociaux de base, la production d'eau, la sécurité, l'apaisement, faire en sorte que le panier de la ménagère soit en fait plus léger. Nous pouvons dire qu'il y a vraiment énormément de difficultés parce que c'est une période de transition. Une période de transition, c'est une période d'exception par excellence. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'investissent pas parce que tout simplement, nous sommes dans une période où la légalité n'est pas là, où il y a une période d'incertitude. Ça peut entraîner des difficultés économiques pour le pays. Il y a des partenaires qui quittent parce que la légalité, la légitimité conférée par les urnes n'existe pas. Donc tout ceci ont contribué à enfoncer encore le pays. Nous l'avons dit à l'époque qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. C'est qu'on n'était pas d'accord avec la gestion d'IBK, mais
mais le faire partir allait nous faire plonger dans une période d'incertitude parce que ceux qui viendront pour gouverner ne sont pas préparés parce qu'ils n'ont pas de programme pour cela. Est-ce Donc que ça veut dire qu'il ne fallait pas qu'Ibeka parte dans ces conditions? Nous l'avons dit. Depuis au moment où les gens sortaient, nous n'étions pas d'accord avec sa manière de gérer, mais faire partir un régime démocratique en sachant qu'on n'avait pas d'alternative crédible et de vision futuriste, c'était nous amener dans une période d'incertitude. La preuve, nous avons connu un autre coup de force. Donc Yelema regrette le départ de Ibeka de cette façon? Je ne dis pas qu'on regrette son départ. De cette façon. Mais de cette façon, il fallait dire, nous l'avons dit depuis le début, nous avons alerté au moment où les gens sortaient, qu'il fallait faire en sorte d'amener le président vers une gestion consensuelle, mais le faire tomber allait nous amener dans des périodes d'incertitude et nous vivons cette période aujourd'hui. Vous parliez de cherté de la vie. Mamadou Bilali Traoré, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un produit, une denrée qui n'a pas connu une augmentation de prix au Mali? Oui, en réalité, en toute conscience, nous sommes conscients que les produits de première nécessité en général ont augmenté de prix. Donc, je peux dire, je rejoins les camarades Amidou aussi que nous sommes dans une situation exceptionnelle là où beaucoup de partenaires quand même se retiennent quand même pour leur investissement sur le pays. Il y a ce phénomène qui est là. Vous conviendrez avec moi aussi que quand on parle de l'impunité, on parle de la corruption, tout ça, c'est des phénomènes qui n'existent pas aujourd'hui. Et c'est des phénomènes qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Et pour amener quand même une solution durable à ces fléaux-là, il faut du temps pour quand même donner un nouveau souffle quand même au peuple malien. Donc, est-ce que les pas marqués, les mesures prises déjà donnent espoir par rapport à une possibilité de changer les choses? Oui, parce que tout dernièrement, vous voyez que quand même l'ensemble des ministres quand même du gouvernement étaient quand même pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Ils étaient là, selon nous quand même, ils étaient là pour s'acquérir de la réalité du terrain. Donc nous pouvons dire que quand eux, ils vont... L'équipe d'Ibeka ne faisait-elle pas ça? Bon, il le faisait, mais nous voyons que cette équipe est encore beaucoup plus dynamique quand même sur le terrain. Surtout qu'ils savent très bien que nous sommes dans une transition. C'est une période exceptionnelle où il faut quand même mettre les vrais jalons sur place pour faciliter le futur présent qui va venir gérer ces pays-là. Donc je dirais aussi que sur le plan financier, comme il a été dit, quand même, les scandales financiers, nous pouvons constater qu'il y en a pratiquement. Je dirais que ça n'existe pas, mais ça ne se voit pas aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que ça ne se fait pas ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui Oui, même si ça s'est fait, mais quand même, c'est pas comme on avait l'habitude quand même de le voir, les scandales financiers. Sur le plan sécuritaire, vous conviendrez avec nous aussi que quand même la sécurité, ce n'est pas une situation, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, c'est un domaine qui est très très compliqué. Et vu que quand même les tensions sociales, les conflits intercommunautaires, il y a toute une quand même complicité quand même dans la résolution de ces problèmes-là. Nous avons constaté même autant quand même d'Ibeka, même bien avant Ibeka, que des villages entiers ont été détruits avec des... Je ne sais pas, que Dieu nous en garde, avec des habitants, mais on n'assiste pas à ça fréquemment aujourd'hui. Quand même, nous souhaitons, quand même, il y a des problèmes. Nous savons très bien qu'il y a des problèmes. Ces problèmes ne peuvent en aucun cas être résolus sans que toutes les forces vives de la nation ne se donnent pas la main pour trouver une solution quand même variable à ces problèmes-là. Donc, nous ne pouvons que féliciter quand même, c'est-à-dire cette transition, nous leur demandons quand même... Féliciter les autorités de la transition. Non, nous félicitons à mi-chemin quand même pour certaines prises quand même des décisions concernant la justice. Vous conviendrez que... On va revenir aux questions de justice. Monsieur Sékou Niamé Bathily, aujourd'hui par rapport à la lutte contre la corruption, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a une amélioration comme le pense monsieur Traoré? Bon, la lutte contre la corruption, moi je le vois comme avant. C'est pour moi à ce niveau. Donc quand Amidou et Traoré disent qu'il y a moins de scandales financiers, vous n'êtes pas d'accord avec eux? Sauf que je peux être d'accord avec eux sur un seul point. Sinon, lequel? Dans l'ensemble, il faut quand même reconnaître que
les scandales financiers, on n'est pas dans un régime où il y a une majorité et une opposition. Ça veut dire qu'il n'y a pas un contrepoids. Il n'y a pas un pouvoir qui est là à contrôler l'autre. Même si le CNT a tendance à donner cette face-là, mais moi je crois que ça n'existe pas. C'est ce qui fait qu'on n'entend pas trop de scandales. Est-ce que ça veut dire que les structures également ne jouent pas le rôle, comme le bureau du vérificateur général notamment? Bon, on n'a pas vu, comme on est à une année seulement de la transition, on n'a pas encore vu un rapport du vérificateur qui peut indexer les ministres actuels du gouvernement qui sont à leur débit de gestion des affaires. Il faut aussi les reconnaître. Sous IBK, pour les savoir, il faut connaître qu'il y avait une opposition républicaine qui jouait son rôle de contrôle et il y avait d'autres partis politiques qui le faisaient aussi. Est-ce que ça veut dire que le CNT ne joue pas son rôle? Bon, le CNT, nous savons tous comment ça a été composé et constitué par des gens qui, en toute violation de la charte de la transition, se sont retrouvés dans cet organe-là. Donc on se pose des questions. Et si tout le monde joue son rôle à ce niveau-là, mais je sais très bien que la lutte contre la corruption, les citoyens lambda au Mali ici l'entend dans le sens de traquer les grands délinquants financiers, mais pas il n'y a pas de petite corruption, mais pas de petits corrupteurs, mais des ministres, des personnalités qui ont eu à gérer les affaires de l'État à un moment. Or, nous sommes dans une phase où on attend des autorités actuelles des réformes importantes, des réformes nécessaires allant dans ce sens-là. Tout le monde sait que la Haute Cour de justice actuelle, qui est censée juger les ministres, les présidents, n'est pas sur place. Parce qu'au niveau du CNT, la Cour constitutionnelle a reconnu qu'il n'y a pas de députés. Ce sont des conseillers. Or, la loi qui régit la Haute Cour de justice dit que ce sont des députés qui doivent siéger à ce niveau-là. Donc, sans Haute Cour de justice sur place, ça serait difficile d'intenter des actions judiciaires contre ces gens-là, sauf dérogation de la loi actuelle. Donc moi, je pense qu'on va devoir se patienter un peu, voir les réformes venir. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le plan d'action du gouvernement, du Premier ministre, on voit les poursuites concernant les rapports du vérificateur général qui débutent jusqu'en mois de décembre. Ça veut dire qu'on se donne peut-être du temps dans les premiers mois à faire ces réformes-là et voir mettre en place la Haute Cour de justice qui puisse traquer ces gens-là. Donc c'est une question de gouvernance, mais qui tarde à se mettre en place, parce qu'il faut reconnaître que dans la loi de la Haute Cour aussi, les procédures sont tellement complexes et qui empêchent ce que les citoyens lambda attendent de la justice, qui empêche cela. Cette procédure-là qui est longue, par exemple, si vous voulez intenter une action en justice contre un ministre, il faut que le procureur de la République compétent puisse se saisir du dossier et lui, à son tour, doit saisir le procureur général près de la Haute Cour de justice, qui est le procureur général aussi près de la Cour suprême. Donc vous estimez que la justice à ce stade n'est pas équitable. Est-ce que vous partagez son avis, Hamidou? Pour moi, la justice, les questions de justice, le traitement prend assez de temps. Mais quand même, il y a des signaux qui vraiment nous amènent à nous inquiéter parce qu'il y a eu des dossiers quand même au niveau pendant la transition. Autant ça donne espoir parce qu'après la justice a rendu quand même la justice en disant, en faisant en sorte de mettre ces gens dans leurs droits. Par exemple, le cas des Rasbach, l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, dont le dossier au début n'avait pas été judiciarisé, mais quand ça a été judiciarisé, quand même, ils ont eu raison après. Et ça, c'est quand même l'actif de la justice. Mais actuellement, il y a un cas qui est là, qui est le cas de l'ancien président Bandao et son ancien Premier ministre, Mokhtar Wane, qui sont toujours à résidence surveillée. Sait-on concrètement pourquoi ils sont en résidence surveillée? C'est ça aussi la difficulté, on ne le sait pas. On ne le sait pas et normalement, le dossier devait être judiciarisé et tout ça, vraiment, c'est des attitudes à déplorer. S'ils ont fait quelque chose, que le peuple soit au courant de ce qu'ils ont fait. Et s'ils n'ont pas fait quelque chose, qu'ils soient relâchés. Et sur les questions... Sommes-nous dans une gouvernance démocratique ou dictatoriale?
Nous devons être dans une gouvernance démocratique. Si c'est dictatorial, c'est encore beaucoup plus grave que tout ça. Mais ce qui se passe, je pense qu'on doit faire beaucoup d'évolutions par rapport aux principes. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce n'est ni l'un ni l'autre? On doit travailler à mieux accroître nos principes juridiques pour que la loi puisse s'appliquer pour tous. Mais quand même, c'est le lieu pour moi, personnellement, de saluer le procureur de la commune 4, qui est en train de faire un travail merveilleux sur le plan un peu sur les réseaux sociaux, pour ceux qui se donnent à des injures et qui perturbent l'ordre public. C'est un travail qu'il est en train de faire et dont les résultats sont en train de se voir. Donc pour dire que chacun peut jouer son rôle partout où il est pour une bonne gouvernance. Ce procureur aujourd'hui, même pour anecdote, les jeunes chantent pour dire que si tu ne fais pas attention, le procureur de la commune 4 va t'arrêter. C'est quand même un exploit qui est en train de se faire à ce niveau. Nous devons faire en sorte d'avoir plusieurs procureurs Touré. Si je dis procureur Touré, c'est qu'il est en train de faire par rapport à la gestion de certains dossiers. Voilà, par rapport à la gestion de certains dossiers. Je pense que véritablement, c'est une question de volonté politique et c'est une question de courage. Et quand on va être plus courageux, je pense que sur ces questions, nous pourrons beaucoup avancer. Donc, la transition doit corriger ces insuffisances et ces genres de dossiers, les vider. Et ceux qui sont arbitrairement arrêtés, qu'on les relâche. Et aussi, il faut noter qu'au Mali, nous avons beaucoup de personnes qui sont en prison mais qui n'ont pas été jugées. Il faudrait que l'inspection de la justice fasse son travail et faire en sorte que réellement on puisse juger les gens. On peut aller, on amène les gens en prison. Le cas de Sanogo a-t-il été un réel jugement? Oui, ça n'a pas été un jugement. Et il y en a plusieurs. Nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées, ensuite ils sont libérés, ils n'ont pas été jugés. Ce n'est pas le cas de Sanogo seulement. Et il y en a beaucoup qui sont en prison qui n'ont pas droit à cette justice-là. Je pense que la transition doit mettre le curseur au bon endroit et se diriger vers ce genre de réformes qui vont nous permettre d'avancer. Parce que le peuple malien fonde beaucoup d'espoir sur la justice, sur les questions de gouvernance, et la transition doit travailler dans ce sens, même s'il ne nous reste que quelques temps. Dans ce laps de temps, ce qui peut être fait doit être fait. Quand on voit avec le cas Bandao et Maître Mokhtar Ouane, est-ce que vous pensez que l'indépendance de la justice aujourd'hui est une réalité, M. Traoré? En fait, les cas de Bandao et puis Mokhtar Ouane, je pense que nous avons vu quand même un communiqué, sinon la déclaration du ministre en question qui a fait que les dossiers sont à leur niveau. Et c'est à eux quand même de prendre ces dossiers à bras le corps. Donc cela prouve à suffisance que la justice elle est indépendante en ce moment, puisque les procédures judiciaires sont tellement compliquées et tellement longues là, que souvent même on se demande si... Elles semblent plus longues quand ça concerne certaines affaires souvent. Mais ça n'a pas été judiciaire. Non, c'est vrai. Mais quand même, on a vu quand même les communiqués du ministre en question quand même sur leur cas. Donc d'autre part, ce que nous aurons aussi appris que vraiment il a été demandé à ces personnes-là quand même de sortir et que leur sécurité ne seront pas garanties quand même par la transition. Nous avons appris ça aussi, ces cas-là aussi. Ça reste une information à vérifier, je précise. Ça reste une information à vérifier, mais dans tout état de cause, nous constatons que la justice, elle est bel et bien indépendante pour certains sujets au Mali ici, parce que nous avons vu... Pour certains sujets? Oui, pour certains. C'est-à-dire pour certains sujets délicats. Pour certains sujets délicats, parce que nous avons, comme Amidou l'a si bien dit, il y a des cas qu'il a cités ici, que personne ne pouvait imaginer que la justice allait prendre ces dossiers à bras le corps et donner raison à ces gens-là. Donc, par ailleurs aussi... Encore une précision, quand vous dites pour certains sujets, ça veut dire que vous confirmez que la justice n'est pas indépendante sur tous les sujets, mais sur certains sujets. Quand je dis certains sujets, c'est-à-dire c'est des sujets auxquels quand même nous faisons allusion, quoi. C'est-à-dire nous ne sommes pas au courant de tous les sujets quand même qui sont au niveau de la justice, mais je suis en train de parler quand même sous réserve. Donc ce que nous constatons, c'est qu'il y a une justice qui est indépendante maintenant quand même, qui fait très bien son travail aussi. Donc voilà. Et pour ce qui concerne, comme les camarades Bachili et Segounyam l'a si bien dit, c'est-à-dire sur le plan international, je reviens un peu en arrière. Rapidement. Oui, quand on dit que sur le plan international, il a parlé de l'avion. C'est vrai, l'avion est bloqué parce que nous avons tous entendu et nous avons
lit le communiqué quand même de la DIRPA que le Mali a payé cet avion-là avec tout frais confondus. Et qu'est-ce qui fait que cet avion-là soit bloqué aux États-Unis, qui ne soit quand même pas sur le sol malien? Cela veut dire qu'il y a un complot qui est là, entre guillemets, quoi. Sinon, quelque chose qui est payé. De quel niveau? Non, complot, on peut dire que complot de la communauté internationale, surtout de la France. Selon ce que nous constatons. Vous disiez que le Mali a un meilleur regard aux yeux de la communauté internationale, oui. Et maintenant vous parlez de complot de la communauté internationale. Si je dis meilleur regard, c'est-à-dire sur le plan international. Mais la communauté internationale la communauté internationale joue un double jeu au Mali. Il faut le reconnaître quand même, surtout la partition de la France sur les questions de sécurité au Mali ici. Donc, parlant de sécurité, est-ce qu'il y a une amélioration aujourd'hui? C'est ce que j'avais dit quand même sur les questions de sécurité. C'est tellement complexe que nous ne pouvons pas. C'est vrai, auparavant, comme ça va être une répétition, c'est des villes entières, des personnes qui sont détruites quand même à la longueur des journées. Quand même des conflits intercommunautaires, mais ces cas-là, nous n'assistons pas maintenant. Ce que quand même nous assistons maintenant, c'est des cas, je peux dire que c'est des cas isolés, c'est-à-dire... Ouagadougou est un cas isolé, plus de 50 morts. Oui, Ouagadougou, je peux dire que, c'est-à-dire ce n'est pas en réalité des terroristes qui se sont armés pour aller quand même attaquer cet endroit-là. Avez-vous des informations à nous donner par rapport à ça? Non, je n'ai pas des informations précises. J'aurais compris que quand même c'était un conflit de deux camps quand même qui a abouti quand même à ces assassinats-là. Alors, Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Traoré sur cette question, amélioration de la situation sécuritaire? Lui, il pense que la situation est aujourd'hui plus stable qu'avant. Bon, moi, je ne le pense pas. Parce que pour moi, la question sécuritaire là, est très délicate. Et on ne l'évalue pas en fonction du nombre d'attaques et du nombre de morts. Faisons très attention. Mais on l'évalue en fonction de l'installation des services sociaux de base sur le terrain. Parce que pour savoir quel endroit nous occupons, quel endroit nos autorités maîtrisent, il faut l'évaluer en termes de services que l'État fournit aux populations sur leur localité. Et c'est très important à ce niveau. Et j'aimerais rebondir un peu sur la question sur l'équipement militaire dont j'avais abordé tantôt et que le ministre des Affaires étrangères avait dit, pour essayer de compléter M. Traoré en disant qu'il faut reconnaître que les États-Unis, moi je ne pense pas que ce soit un complot international contre l'État du Mali. Je ne le vois pas comme ça. Il faut reconnaître que les États-Unis font partie des pays qui coupent, qui interrompent toute coopération militaire avec les pays putschistes. C'est très clair. On l'a vu, il y a des jurisprudences pour ça. Même au Mali ici. Il est maintenant un pays putschiste. Oui, mais bien sûr, quand un pays fait un coup d'État, comment on l'appelle? Il faut appeler les choses comme telles. N'ayons pas peur des mots. On le vit déjà, on l'est dedans. On ne va pas quand même mentir ou avoir peur de dire les mots comme tels. Il y a eu un coup d'État et les États-Unis ont interrompu sa coopération militaire avec le Mali. Et donc, si on voit un armement, un équipement militaire bloqué par les États-Unis, on comprendra que c'est un pays qui est respectueux de ses engagements. C'est tout. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, pourquoi nous, politiques, nous avons demandé à ce qu'il y ait très rapidement un retour à l'ordre constitutionnel normal? C'est pour éviter tout ceci. Nous sommes dans un pays plutôt en guerre. Donc, un pays en guerre a nécessairement besoin de s'équiper, de s'armer et de faire face. Un retour à l'ordre constitutionnel normal, ça suppose des élections qui sont organisées à moins de 8 mois de la fin de la transition. Est-ce que vous pensez que les autorités sont engagées dans l'organisation d'élections d'ici mars 2022? Elles devraient l'être. Mais le sont-elles, selon vous? Non, je m'en tiens à ce que le Premier ministre et le président de la transition, Assimi Goïta, ont dit. Assimi Goïta a dit clairement qu'il respectera les délais de la transition. Et le Premier ministre, lors de son passage au CNT, l'a réitéré cet engagement-là. Au début, vous parliez de la différence entre les mots et les faits.
entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Je viendrai à ce niveau. Quand je dis je m'en tiens à ce qu'ils ont dit, ils se sont engagés à respecter ces délais. Maintenant, autre chose est de constater que le Premier ministre, devant les CNT, s'est engagé effectivement à reconduire le chronogramme de l'ancien Premier ministre Mokhtar Lawan. Ce qui fait qu'il y a des inquiétudes quand même pour dire que le chronogramme de Mokhtar Lawan, si on entre dans ça, ça veut dire que dès ce mois d'août, il y a des activités qui devraient commencer qui n'ont pas encore commencé. Et là, il y a des inquiétudes. Et dans le chronogramme de Mokhtar Lawan aussi, le référendum est prévu en mois d'octobre. Et avant le référendum, le collège électoral, on doit les convoquer. Et ce collège électoral-là, quand on pourra le convoquer, lorsqu'il y a des relectures des textes essentiels concernant les élections, comme la loi électorale, comme la charte des partis politiques et la loi organique sur le nombre de députés à l'Assemblée nationale, des travaux qui étaient censés commencer avant aujourd'hui, qui n'ont toujours pas démarré. Donc ça met un peu de doute sur tout ce que le Premier ministre dit concernant l'organisation des élections. Et ensuite, quand on le suit sur le terrain, juste après le CNT, son passage dans le CNT, sur le terrain, à Ségou, récemment, il y a seulement quelques jours, lui-même, il commence à tenir des propos qui font que les gens commencent à douter de lui, et allant dans le sens du respect strict du délai de la transition. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes et ces doutes? Moi, j'ai aussi beaucoup d'inquiétudes parce que c'est quand même dit lors de la déclaration au niveau de la présentation du plan d'action du gouvernement au niveau du CNT, il a clairement dit, le président de la transition, même s'il parle peu, les quelques rares fois où il a pris la parole, il l'a dit. Mais il y a certains comportements ou certaines attitudes qui nous amènent à douter. Et notamment quand le Premier ministre dit qu'il maintient l'ancien calendrier électoral. Je pense que là, c'est comme s'il se débarrasse d'un important dispositif. Par exemple, au moment où le Premier ministre disait qu'il maintenait le chronogramme du Premier ministre Mokhtar Lawan, ça trouvait que normalement, au mois de juillet, le projet de constitution devait être sur la table du CNT. Au moment où le Premier ministre parlait, cette date était déjà échue. Et l'audit du fichier électoral, c'est du 1er au 15 août. Je pense que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Et je pense que s'il était de bonne foi, et le référendum est prévu le 31 octobre, alors que la CEDEAO indique qu'il faut 6 mois pour revoir. Voilà, mais 6 mois. Si, à défaut de ça, il faut un consensus, c'est-à-dire il faut qu'une grande partie de la classe politique soit d'accord. Aujourd'hui, je pense que lui, dans sa dynamique, il y a beaucoup de partis politiques qui ne sont pas dans sa dynamique, notamment par rapport à l'organe unique de gestion des élections. Non, nous sommes dans cette optique-là, mais nous étions minoritaires lors de l'atelier. C'est la majorité qui l'a emporté et qui a clairement dit qu'il n'était pas pour l'organe unique de gestion des élections. Et quand on va voir même les assises que le Premier ministre veut organiser, c'est encore sur la refondation. C'est encore une perte de temps au vu de tout ce qu'on a eu à organiser, le dialogue national inclusif, les assises sur la décentralisation. Nous avons fait tellement de fora, mais dans le plan d'action du gouvernement, le Premier ministre parle du mois d'août pour tenir ces assises-là. Nous sommes aujourd'hui le 17. Rien n'a été fait. Il n'y a pas de thème de référence. Il n'y a rien. Donc, tout ceci montre qu'il y a un plan qui a été dit, mais il n'y a pas de travail rigoureux pour aller vers le respect de ce délai-là. Est-ce qu'on prépare une prolongation de la transition? Mais ce qui est sûr, et que je dis sur votre plateau, s'il y a prolongation de la transition, c'est l'échec de la transition. Il faut le dire. Est-ce que c'est vers ça qu'on est en train de partir? Si il y a, c'est-à-dire nous espérons qu'on n'aura pas ça. Mais si une transition qui s'était donnée 18 mois pour organiser des élections, pour sécuriser le territoire, ne parvient pas à le faire, c'est un échec. Et quand il y a un échec, ne partage pas votre avis, et quand il y a un échec, il faut en tirer les conséquences. Bon, son collectif demande, mais lui-même, il a dit ici, lors de sa prise de parole, qu'on est dans une période d'incertitude, qu'il y a des impératifs économiques qui nous arrivent. Mais je ne sais pas comment est-ce que, en prolongeant le délai, il va pouvoir faire revenir cette stabilité économique. On va lui poser la confiance. question pour qu'il nous donne des réponses par rapport à cela. Pourquoi vous souhaitez une prolongation de la transition? Nous souhaitons la prolongation, c'est-à-dire ce soir nous est parvenu sur
plusieurs constats, parce qu'il faut reconnaître que le Mali n'est pas dans sa première phase de transition, c'est-à-dire n'est pas dans sa première expérience de transition. À chaque fois que nous sommes face à une transition, vous constaterez qu'il y a c'est-à-dire une majorité de la classe politique qui s'élève quand même pour demander des élections. Et après les élections, quand même, le peuple s'élève 6 mois, 1 an, 2 ans au maximum pour revendiquer sur quoi nous avons combattu avant de venir à la transition. Et nous sommes dans les mêmes problèmes ici, parce que nous sommes dit, tiens, nous sommes au Mali ici. Et pourquoi être pressé? Parce que la durée d'une nation, là, nous ne pouvons pas comparer à nous la durée de notre vie. C'est-à-dire, il s'agit quoi? Il s'agit de donner du temps, c'est-à-dire pas seulement avec cette transition, mais avec l'ensemble de la classe politique. C'est à eux de chercher une solution entre eux, quand même, pour pouvoir mettre les vrais jalons en place et faciliter le futur président qui va venir exercer son pouvoir. C'est-à-dire, on a parlé quand même, il y a des retards, il faut les reconnaître, il y a des retards. Cela peut ne pas être quand même de la mauvaise volonté. Mais nous constatons qu'il y a des retards. S'il faut quand même revenir sur tout ça et organiser des élections, nous allons partir à une élection bâclée. Et c'est ce que nous évitons. Nous souhaiterons que vraiment que ça ne soit pas comme ça, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Que la transition fasse appel quand même à toutes les forces civiles de la nation, la classe politique, les religieux, la société civile. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont appeler ça, selon quand même les protocoles. Mais vous pensez que la solution, c'est de prolonger la transition? Nous pensons Est-ce que les réponses données par M. Traoré et M. Bathily sont convaincantes pour vous? Ne convainc pas du tout. Vous savez, je vous dis une chose. Lui-même, il a dit dans son intervention que lui, il sent un complot contre le Mali. Voulez-vous qu'on reste dans ce complot-là si tel était le cas? Pourquoi l'équipement militaire a été bloqué? Il faudra se poser ces questions-là. Il estime que beaucoup de transitions ont eu lieu et elles n'ont pas abouti à des résultats concrets et que la prolongation pourrait être une solution. Aujourd'hui, moi je pense que l'objectif des autorités actuelles, c'est de réussir la transition dans les délais. Et nous sommes engagés à les accompagner dans ce sens-là. Parce que si leur objectif c'est cela, pourquoi êtes-vous inquiet? Non, quand je dis l'objet, comme Amadou l'a dit, prolonger les délais aujourd'hui, c'est l'échec de la transition. Qui s'est engagé à faire la transition en 18 mois? Moi, je les vois comme un projet que les autorités ont pris. C'est eux-mêmes qui ont mis la durée de 18 mois. Donc, s'ils arrivent à réussir dans les 18 mois, ça veut dire qu'ils ont réussi. Mais au-delà de 18 mois, c'est un échec. Moi, je ne suis pas d'accord si on veut faire une comparaison entre la transition actuelle et la transition, par exemple, précédente de 2012, où c'est la Constitution qui a dit clairement qu'un président, le président de l'Assemblée nationale, assure l'intérim après la vacance du pouvoir et on le donne comme délai de 21 à 40 jours pour organiser les élections dans un pays où on n'a pas de ressources sur place pour organiser ces élections. Alors, dernier tour de table par rapport aux solutions. Que faut-il aujourd'hui pour que des élections crédibles soient organisées aux dates indiquées et également une meilleure gouvernance s'en suive avec l'installation de nouvelles autorités? Moi, je pense que c'est le respect des engagements d'abord. Le respect des engagements, le respect de la charte de la transition. Il faut aller vers les réformes très rapidement. Il faut aussi aller vers les élections essentielles. Et maintenir le chronogramme de Mokhtar Ouane n'est pas la solution pour moi. Et imagine... Une prolongation sera-t-elle acceptée par la population malienne? Ni par la population, ni par la classe politique. Alors, vous, par rapport aux solutions, Doumbia? Moi, ce qui est important, il faudrait d'abord, par rapport à la tenue des élections, mettre à jour le calendrier proposé par le Premier ministre Mokhtar Ouane, en y dégageant les priorités, les élections essentielles, présidentielles, élections législatives qui sont aujourd'hui des priorités. Faire en sorte de faire une cartographie des zones d'insécurité au Mali pour qu'on fasse le point de là où on peut tenir les élections et là où on ne pourrait pas les tenir dans le cadre d'un consensus global. Faire en sorte que l'administration soit de retour sur une grande partie du territoire. C'est sur ce, les acteurs, les autorités de la transition se sont engagés
et nous les encourageons vivement à respecter ses engagements. À vous, M. Traoré, quelle solution? En fait, comme ça a été dit ici, le consensus pour organiser des élections, mais quand on voit que ce consensus-là, c'est-à-dire il est impossible quand même d'aller même faire des campagnes tout près à Ségou ici, ça devient un problème. On ne demande pas la sécurité à 100% sur l'ensemble du territoire national, mais quand même que la majorité quand même du territoire national soit sécurisée pour permettre aux candidats d'aller faire une meilleure sécurité pour que des élections crédibles puissent s'organiser. C'est ce que vous recommandez. Merci à nos trois invités, Mamadou Bilali Traoré du collectif des jeunes patriotes, Amidou Doumbia du parti Élément et Sékou Niamé Bathily du parti RPM. À la question principale de ce débat, 1 an après la démission d'Ibeka, qu'est-ce qui a changé au Mali? Pas grand-chose, ont répondu les trois invités. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté, Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba.